Donc et là, puis là, ils n'ont pas trop envie que je m'en aille. Bon, j'ai dit, mais là, il faut quand même chercher quelqu'un t'as qui quel prenne âge la suite. aujourd'hui ? 73 ans. D'accord. Tu les fais Bientôt pas du tout, hein, 74. t'es en forme. Ouais. Mais du coup, du coup, là, ce qu'on voit dans le documentaire de Victor, où c'est ton 3e pot à la retraite, donc de l'unité de soins palliatifs que tu dirigeais, en fait, c'était juste le 3e, mais c'est pas le dernier. Sur l'unité de soins palliatifs, parce qu'en plus de ça, elle a fermé, donc ça sera le dernier. Oui, mais en tout cas, malheureusement, mais dans ta carrière de encore médecin, une activité, oui. Mais peut-être qu'il faut l'accepter. Voilà. Je passe d'une vulnérabilité à une autre vulnérabilité. Oui, parce qu'aujourd'hui, du coup, tu accompagnes des personnes en situation de handicap. Voilà. Qui aussi peuvent être dans une phase terminale de leur vie. Mais c'est plutôt des personnes de 18 ans, à partir de 18 ans, qui sont dans des situations de handicap important, paraplégie, tétraplégie, soit des accidents de la voie publique, de la vie quotidienne, soit à la naissance. D'accord, ok. Claude, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast 108 milliards. C'est Clémentine Piazza, la CEO de In Memory. Quand je lui ai dit que je voulais faire toute une série d'épisodes sur la mort, elle m'a dit il faut absolument que tu interviewes Claude Grange. Et on a échangé. Et puis alors, c'est intéressant parce que tu m'as parlé assez rapidement du documentaire que ton fils Victor avait fait sur l'unité de soins palliatifs que tu dirigeais, sur ton travail. Et puis, dans le documentaire, on voit que c'est aussi sur ton histoire, sur l'histoire de votre famille, etc. Et puis Victor, en fait, je l'avais croisé, je sais pas si c'est il y a 15 ans ou 20 ans, je sais plus. Plus que ça, oui, peut-être. Je venais, ça devait être en 2009. Ça fait 15 ans, parce qu'avant, je bossais pas. Et je venais de commencer mon métier d'investisseuse en start-up. Et à l'époque, il était en fin d'études ou étudiant et il avait un projet de start-up. Je l'avais croisé. Exactement. Le monde est petit et plein de surprises. Voilà. Alors, Clémentine m'a dit... Claude Grange a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Dernier Souffle, qui parle de cette fin de vie. Donc il y a aussi le documentaire de Victor. Tu as finalement dédié ta vie professionnelle, en tout cas à partir d'une certaine partie, à accompagner les personnes en fin de vie. Qu'est-ce qui t'a amené à ça Alors, il y a 2 raisons essentielles, à mon avis. Il y a le fait que j'étais confronté, comme tout médecin, à la mort de mes patients. Et ce que je dis souvent, j'ai été catastrophiquement nul. Je ne savais pas quoi dire, comment dire. Donc j'étais démuni. Parce que c'était pas du tout dans vos formations Parce que c'est pas dans notre formation, et notamment dans notre formation initiale. Et moi, je dis souvent, les médecins, on les a formatés au guérir. Je veux dire que 8 ans, maintenant, je crois que c'est 10 ans d'études de médecine, c'est très long. Et en tous les cas, moi, à aucun moment, le mot mort a été prononcé pendant mes études médicales, comme si la mort n'existe pas, quoi. Mais ce que tu dis c'est encore plus flagrant quand on se dit que pour des médecins, pour des études médicales, c'est le cas. Mais c'est un peu la raison pour laquelle je veux faire cette série d'épisodes. C'est que c'est le cas dans toute notre société, dans notre culture occidentale. C'est comme on vit toute notre vie comme si la mort n'existait pas. Il y a un tabou sur la mort. Et donc, c'est vrai qu'avant, il y avait un tabou sur le sexe. Là, celui-là, on l'a... Ça va. Ça va. Il y a encore de la marge, peut-être, mais ça va. Mais sur la mort, oui, il y a un véritable tabou. Alors, la mort, on la voit partout. Mais c'est la mort en Afghanistan, en Ukraine. Ne nous touche pas directement. Voilà. Mais c'est pas la mort singulière. C'est pas la mort de moi, quoi, ou la mort de toi. Et ça, celle-là, on l'occulte, on la met de côté. On vit notre vie comme si on n'allait jamais mourir et que nos proches n'allaient jamais mourir, jusqu'à ce qu'on y soit confronté. Et toi, ce que tu dis, donc, dans ton parcours de médecin, donc de jeune médecin, tu n'y es pas du tout, le mot mort n'est jamais prononcé, donc on ne te prépare pas du tout à ça, sauf que
je rencontre des patients ouais, qui décèdent. Ouais. Et là, étant très mal à l'aise dans cette situation, on est plutôt dans la fuite, dans l'évitement ou dans la fausse réassurance. Je me souviens, et ça c'est il y a deux histoires cliniques qui m'ont un petit peu marqué. Et d'ailleurs, il y en a une qui est reprise dans le film de Costa, Gavras, qui a tiré un film à partir du livre et qui sortira donc le 12 février 2025, qui est terminé. Et une des premières séquences, donc c'est avec Charlotte Rampling, qui joue la maman de la meilleure amie de mon épouse et qui avait un château, et une châtelaine. Et j'étais pas son médecin traitant. Un jour, elle demande à me voir et elle me dit « Claude, tu sais ce que j'ai ?» Oui, j'étais au courant par sa fille. Et elle me dit voilà, je veux rester au château. Je veux mourir chez moi. Je veux mourir chez moi. Et je veux que ce soit toi qui t'occupes de moi. À l'époque, tu t'occupais déjà de personnes en fin de vie ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'elle a eu cet élan vers toi ? Tu n'étais pas son médecin ? Elle te connaissait ? J'étais médecin traitant, j'étais un ami de sa fille. Ouais. On se connaissait bien, donc j'étais le médecin généraliste de là où elle habitait, sur le secteur. D'accord. Mais elle a senti un... Mais je ne sais pas. Est-ce qu'elle a vu ta vocation avant toi ? Je ne sais pas. Mais je me souviens de la phrase qu'elle m'a dit. Le jour où je perdrai conscience, il faudra que ça aille vite. D'accord. Et après, débrouille-toi avec ça. Et toi, tu n'es pas du tout préparé ? Et moi, je ne suis pas du tout préparé. Elle avait plein de connaissances, il y avait des perfusions. D'un côté, on la nourrissait avec une nutrition et une hydratation artificielle. De l'autre côté, on accélérait un peu le processus. D'accord. C'est qui on ? Alors, c'est-à-dire qu'il y avait... elle était suivie dans la région parisienne, et puis il y avait toute la faculté, les professeurs agrégés, désagrégés de la région parisienne, et qui téléphonaient et qui s'en occupaient. Elle était suivie par des pontes dans la région parisienne. Et donc moi, j'étais le petit généraliste qui venait, et je regardais les prescriptions. Ils appelaient des confrères, des grands professeurs et tout ça. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, à me débrouiller avec cette phrase, quoi. Et puis à constater, en effet, que d'un côté, on la nourrissait. Donc on la maintenait en vie. On la maintenait en vie. Et d'un autre côté, on accélérait le processus. Et comment on accélérait le processus ? À cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle les cocktails lithiques, les DLP, Dolezal, Largadil, Phénergan, qui étaient... permettaient de partir. Qui étaient une façon de... mais qui n'étaient pas... je veux dire que maintenant, c'est sûr qu'on ne les utilise plus parce que on n'est pas sûr que c'était si antalgique que ça, et que si la personne se réveillait, elle nous aurait peut-être cassé la figure en disant que vous m'avez mis sous une camisole chimique et pas pour autant soulagé, quoi. Mais à l'époque, c'est ce qui se faisait. Oui, parce que je pense que ce qui se passait, c'est quoi ? C'est que la médecine a fait beaucoup de progrès. Et à un certain moment donné, on a maintenu en vie des personnes dans des conditions inacceptables. Et il y a des familles qui disaient, donc, mais c'est insupportable, je veux dire que arrêtez. Voilà. Et donc, il y a eu ce problème où on était davantage dans des conduites d'acharnement thérapeutique, de maintien de la vie jusqu'au bout. Donc c'est vraiment, comme tu dis, on est que tellement dans le guérir qu'on en devient absurde.
avec à un moment donné des familles qui disaient c'est insupportable. Je veux dire que autant arrêter les choses, autant... Et il y a eu un premier mouvement qui était porté par l'ADMD, une association, l'Aide pour mourir dans la dignité, qui prônait le fait de légaliser l'euthanasie ou d'utiliser des techniques pour abréger la vie quand la vie, ce n'est que douleur ou souffrance, et surtout quand on est atteint d'une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et face à ce mouvement ou cette tendance d'acharnement thérapeutique et un mouvement qui prônait un petit peu l'euthanasie. L'euthanasie, la définition, c'est un acte délibéré de provoquer intentionnellement la mort d'un malade. Eh bien, il y a eu le mouvement des soins palliatifs, il y a 30 ans, qui a commencé à émerger et qui a dit ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Mais accompagner le mieux possible les personnes donc en fin de vie. Et donc, moi j'étais complètement démuni. Quand je sortais de chez elle, donc je pleurais dans ma voiture. Je savais pas... Et puis, une autre situation, c'était à la lisière de la forêt. Il y a un petit pavillon, là. Attends, juste avant, restons sur la première histoire. Tu dis, j'ai été démunie, je pleurais dans ma voiture. Cette période, elle a duré combien de temps où tu l'as accompagnée et comment ça s'est fini, finalement ? Est-ce que tu étais là le jour où elle est partie ? Enfin, comment ça s'est passé, finalement, cette fois ? Ça s'est passé que... d'un côté, il y avait ce qui allait accélérer. Et de l'autre côté, il y a ce qui la nourrissait, ce qui la maintenait en vie. Je ne sais pas lequel des deux, parce que quelquefois la nutrition, l'hydratation artificielle, quand on est dans la phase terminale d'une vie, n'est pas une bonne chose parce que ça encombre les personnes et puis c'est un petit peu donc inutile. Ça crée des œdèmes, ça donne aussi... des râles bronchiques. Alors, qu'est-ce qui a fait ? Est-ce que en augmentant les doses du DLP, c'est ça qui l'a fait partir ? Est-ce que c'est les effets un petit peu secondaires de l'hydratation qui était trop hydratée ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est partie. Okay. Elle est partie. Entre le moment où elle t'a dit, le jour où ça arrivera, je veux que ce soit rapide. Le jour où je perdrai conscience, je veux que ce soit rapide. Et le moment où elle est partie, c'est écoulé combien de temps ? Je sais pas. Je me souviens plus. C'est un trou noir. Quelquefois, Et oui, c'est des périodes tellement fortes émotionnellement que... Mais en tout cas, voilà, un jour, elle est partie. Moi, ce qui était fort, c'est la confiance qu'elle me faisait. Pourquoi moi ? Moi, je t'ai dit, elle a été visionnaire. Et jeune médecin, et puis savoir que j'étais... avec aussi ces grands professeurs qui donnaient leurs directives par téléphone. Et qui finalement ne savaient pas du tout gérer ce moment-là. C'était très compliqué. Un brouillard, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu cette situation, il y a eu l'autre situation, là, où petit pavillon, lisière de forêt, et l'épouse, elle m'attendait et me dit « Docteur !» Et donc, elle me fait rentrer par le garage. Et dans le garage, elle me dit « Docteur, surtout, il ne faut rien lui dire. » Bon, ok. Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait un cancer évolué, vraiment dans cette phase terminale, je ne me rappelle plus quel type de cancer. Ouais. Et donc, je me souviens rentrer dans la salle de séjour où on avait installé le lit médicalisé avec un monsieur qui était un peu cachectique et tout ça, avec un regard perçant. Et dans son regard, je lisais... que dites-moi ce que j'ai, quoi. Il savait pas ce qu'il avait. Il savait pas. Et l'épouse était là, debout. Et ce déni jusqu'au bout. Quand je croisais son regard, je la voyais là. Et moi, je baissais la tête et j'ai regardé les comptes rendus, les prises de sang. C'était catastrophique. Et donc, moi, je lui dis, je vais vous prendre une tension. La tension est bonne, fausse rassurante, mais tous les examens, c'était catastrophique. Et puis, je l'ai examiné un petit peu.
Et puis j'ai fait une ordonnance, voilà. Et puis je suis parti, et encore une fois, dans ma voiture, je me suis dit, mais non. Parce que dans son regard, il est évident qu'il avait envie qu'on aille plus loin, quoi. Et là, je me suis défilé. Voilà, j'ai pas assumé. J'ai pas joué mon rôle de médecin. Hein. Il est évident que dans son regard, il y avait ce côté, mais est-ce que je vais crever? Est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce que j'ai? Et voilà. Et quelque part dans ce déni, donc en tout cas que symbolise bien l'épouse, mais qui est, à mon avis, qui est généralisé dans nos sociétés, il faut tellement pas parler de la mort que même quelqu'un qui est au crépuscule de sa vie et qui sent cette angoisse monter, qui sait très bien ce qui est en train de lui arriver, on le laisse un peu seul, entre guillemets, mais face c'est dramatique, à son truc. Parce que, encore une fois, les familles, quand ils aiment quelqu'un, ils ont envie qu'il continue à vivre, ils n'ont pas envie qu'il meure. Et donc, il y a le malade qui sent les choses. Je veux dire que quand on a perdu 10 kilos, 15 kilos, quand on a été hospitalisé, opéré, je veux dire que c'est prendre les gens pour des imbéciles, de ne pas penser qu'à un moment donné, ils savent. Bien sûr. Bien sûr qu'ils savent. Même s'ils n'ont pas envie qu'on leur confirme, même si peut-être certains ont envie de rester dans l'espoir d'eux, bon, mais ils savent. Le fait de ne pas parler, ça fait que le malade, il va rester seul avec ses angoisses de mort qu'il va pouvoir partager avec personne. C'est horrible. Aucun membre de la famille, aucun soignant, parce que personne n'ose rentrer dans une relation authentique avec ce patient. Et voilà, ce que j'ai appris, moi, ce que les soins palliatifs m'ont appris, c'est écouter les peurs. Les malades, ils ont peur. Ils ont peur de mourir. Et ces peurs, ils peuvent les partager avec personne parce que personne n'ose rentrer dans cette relation. Parce que tout le monde a peur. Parle. En fait, à force de vouloir supprimer la mort de notre vie, elle est hyper présente. Parce qu'on vit avec cette peur. Enfin voilà. Et moi, ça fait quand même, je me suis occupé des personnes en fin de vie, donc pendant pratiquement un quart de siècle. J'ai accompagné 4000 personnes. Mais donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu ces deux expériences très fortes dans ta vie de médecin généraliste, où tu t'es senti complètement démuni. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, il y a sûrement une formation pour être un peu plus à l'aise dans ces situations-là. D'accord. C'est à ce moment-là que tu t'es dit, je veux plus vivre ça, je veux plus... Voilà. Tu as eu l'impression de ne pas avoir fait ton rôle de médecin dans ces moments-là. Okay. J'étais passé à côté de quelque chose que, voilà, j'avais pas fait mon job. Et donc, j'ai fait le DU de soins palliatifs. C'était la deuxième année du premier DU de soins palliatifs en France. D'accord. Oui, donc tu as allé Paul Brousse. Donc, j'étais dans les premiers médecins formés, puisque c'était la deuxième année. D'accord. 91-92. En 91, ok. Voilà. Et donc, j'ai fait cette formation avec Michel Salamagne, qui était la première présidente de l'ASFAP, la Société française d'accompagnement des soins palliatifs. Et ça m'a complètement changé comme médecin et comme homme aussi. Je veux dire que l'écoute, ne pas fuir, cette authenticité, le fait que c'est davantage le malade qui sait ce qui est bon pour lui plutôt que le médecin dans sa toute-puissance. Ça m'a vraiment changé et bouleversé cette formation. Et puis, il y a eu aussi une histoire personnelle, puisque nous avons perdu notre 4e enfant de mort subie du nouveau-né à 28 jours. C'était en quelle année ? Alors, c'était donc en 89. D'accord. Oui. Non, ou 83. 89. 89. Je pense, parce que je sais que Victor est arrivé après. Et... Donc, je sais pas. Bon. Le peu que je connais de ton histoire, je pense que c'est plus 80. Bref, en tout cas, c'est dans les années 80. C'était dans les années 80. C'était quelques années avant que tu te formes. Oui, voilà. Et donc, surtout, ce qui a marqué ça, c'est en fait quand Augustin est décédé, le médecin, c'était un de mes collègues associés qui était venu constater le décès et qui m'a dit
ça serait bien de faire une autopsie parce qu'on ne connaissait pas la cause du décès. Et donc, il m'a dit, il faut aller à Clamart parce que c'était le service qui était spécialisé pour les enfants qui avaient cette mort subie du nouveau-né. Et donc, je suis allé à Clamart. Et donc là, j'ai été reçu par une équipe médicale et soignante, très professionnelle, mais avec une relation, avec une humanité extraordinaire. Mm-hmm. Et c'est important dans ces moments-là, quand vous venez de perdre quelqu'un. Primordial, c'est même... Parce que le monde, quelquefois hospitalier, c'est un monde un peu qui peut être difficile, quelquefois. Oui, comme ils ne sont pas du tout préparés. Dans le côté relationnel, dans le côté du savoir-être, du savoir-faire. Et là, ça m'avait beaucoup marqué et je me suis dit qu'un jour, je voudrais redonner ce que j'ai reçu dans ce moment-là. D'accord, donc cette équipe-là s'est occupée de toi, ton épouse a pris soin de ce que vous viviez. Oui, voilà. Il y avait une écoute, il y avait une humanité, il y avait pas que le côté technique, médical. Voilà, il y avait vraiment donc ce côté. Et je lui dis, ça c'est important. Ouais. Ça, c'est important. Je veux dire, le nombre de personnes qui sont décédées où les familles n'ont pas été forcément écoutées, accompagnées, ça reste à vie, quoi. Il y a des séquelles importantes, je veux dire que... Mais je trouve ça très intéressant toi, en tant que médecin, que tu mettes des mots dessus, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de, justement, dans le milieu hospitalier ou dans le milieu médical, finalement, parfois les aides-soignants, les infirmiers, les infirmières, etc., jouent ce rôle d'humanité beaucoup plus que le médecin. Tout à fait. Et ce que j'entends, en fait, c'est... Parce que moi, j'ai souvent... j'ai beaucoup d'amis médecins et à chaque fois, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte du mal que vous faites à pas avoir développé le b.a.-ba de l'empathie. Et beaucoup me disent, mais ça nous protège, en fait. On sait pas faire. Mais ce que j'entends aussi, c'est de voir aussi à quel point un médecin peut être complètement démuni et que se cacher derrière... une forme un peu de toute puissance, comme tu disais, c'est tout ce qu'il... Il faut apprendre aux médecins à fendre la carapace. Ouais. Et c'est vrai que c'est une façon aussi de se protéger, parce que moi j'ai eu 3 vies de médecin. J'ai eu une première vie de la médecine, la réanimation, la médecine triomphante qui guérit. Et là, on est un peu les cow-boys. Superman. Voilà. Oui, exactement. Ouais. Médecin, capitaine des pompiers, j'étais en réanimation, on faisait des évacuations sanitaires, on arrive, donc ils sont mourants, et puis pratiquement on les ressuscite. Ouais. Donc voilà. Donc, ça gonfle bien l'ego. Exactement. Et donc, ce que je raconte souvent, c'est que quelquefois, il y avait des personnes qui arrivaient, mais ils étaient pratiquement mourants, on les sauvait, et on avait à peine un merci. Et là, moi, j'ai une collection de courriers de famille, et à mon départ à la retraite, il m'avait fait toutes les photocopies des courriers des familles, et des lettres, mais à pleurer. Là, tu parles de ta carrière de soins palliatifs. Oui, des soins palliatifs. Finalement, beaucoup plus de merci. D'émotion, de gentillesse, qui nous remerciaient alors que leurs proches étaient décédés. Ouais. Et donc, on voit bien l'importance du relationnel, de l'humanité, du prendre soin que développent ces équipes de soins palliatifs et qui changent complètement. La personne... Elle est décédée et il nous remercie. Mais c'est parce que l'enjeu, c'est peut-être pas justement, contrairement à ce côté un peu qui a conduit à l'acharnement thérapeutique, l'enjeu, c'est pas de vivre à tout prix. Tout à fait. L'enjeu, c'est mourir dans la dignité, mourir écouté, etc. C'est une étape fondamentale de la vie, en fait. Et en effet, donc le médecin, lui, comme il a été formaté au guérir, il ne sait pas faire. Ouais. Alors que les soignants, il y a une culture... un petit peu différente, où elles sont dans le care, dans le prendre soin. Ouais. Et prendre soin du malade qui va guérir, comme du malade qui est en rééducation après un accident et qu'il ne guérira pas, mais on va l'accompagner à récupérer le maximum d'autonomie, sans espoir de guérison. Ou alors, la médecine palliative qui va accompagner, en sachant qu'on ne guérira pas, avec ce prendre soin donc jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Et ça, les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, elles sont davantage dans ce care, alors que nous, médecins, on est davantage dans le cure. Ouais. Et quand on ne peut pas guérir, nous, les médecins, on l'a trop vécu comme un échec, parce qu'on nous a fait croire qu'on pourrait tout guérir. Ouais. Et là, on peut dire à ceux qui sont contents sur poste, quels que soient les progrès de la médecine, de la science,
nous allons tous mourir. Mais bien sûr. Et on aimerait bien que dans ces moments-là, il y ait des médecins et des soignants qui savent prendre soin jusqu'au bout, qui savent soulager la douleur, qui savent accompagner. Je veux dire, parce que... Accueillir cette peur, cette angoisse. Accueillir cette peur. Moi, je dis souvent, c'est que en soins palliatifs, le malade qui atteint une maladie grave, incurable, il a 3 besoins essentiels. Il n'a pas 36 000, il en a 3. 1, ne pas souffrir. 2, ne pas se sentir abandonné, qu'on rentre encore dans sa chambre, qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter, qu'on ne soit pas dans la banalisation. Non, mais c'est rien, vous allez voir, tout va bien se passer. Mais non, tout va pas. Non, c'est faux. Et puis, qu'on ne fasse des choses qui ont du sens que pour, pas la famille, pas le médecin, que pour lui. C'est que le malade, il soit au cœur des décisions et qu'on l'accompagne en fonction de ce qu'il souhaite. C'est-à-dire que moi, je mets ma médecine au service du patient, voilà, pour l'accompagner le mieux possible le temps qu'il lui reste à vivre. C'est hyper fort ce que tu dis. Comment est-ce qu'on peut guérir notre société ? Peut-être déjà, on va répondre à cette question en étapes. Comment on peut guérir le corps médical de cette maladie du déni ? Moi, je pense que ça passe par la formation, la sensibilisation. Je veux dire que il y a 15-20 ans, là, il y a le Centre national de soins palliatifs de la fin de vie qui n'est pas très loin d'ici. Et donc, j'ai fait partie d'un groupe de travail sur l'obsession déraisonnable. Et puis, à un moment donné, on s'était réunis entre médecins de la douleur et les soins palliatifs, et on avait fait un tour de table pour savoir le temps consacré aux soins palliatifs. Donc, c'était il y a 10 ans, 15 ans, je crois, je ne me rappelle plus, je n'ai pas la mémoire des dates complètement. Mais dans le tour de table, ça allait de 0 heure à 15 jours sur 8 ans ou 10 ans d'études de médecine. C'est de la folie. C'est de la folie, c'est-à-dire qu'on comprend que le formatage ne va pas être bon. C'est guérir à tout prix. Qu'est-ce qu'on demande à un médecin ? Vous allez chez votre médecin, qu'est-ce que vous demandez ? De guérir. Oui. Alors, avant de guérir, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai, le diagnostic, et le bon. Une fois qu'on a le diagnostic, le traitement. Et le traitement pour guérir. Et quand on ne guérit pas, le médecin, c'est un échec pour lui. Et tu disais, je l'ai aussi lu dans ton livre, mais je pense que tu me l'as aussi dit au téléphone, que même quand on voit la structuration des hôpitaux, etc., en Europe, ou en tout cas en France, on regarde le taux de mortalité de l'hôpital. Oui. Et donc, les bons hôpitaux, c'est ceux qui ont un taux de mortalité bas. Oui, quand vous regardez, donc je pense que c'est au mois d'août où en général ils font la liste de tous les hôpitaux, toutes les cliniques, et dans un des critères, c'est en effet le nombre de personnes décédées. Donc, alors forcément, si vous avez une unité de soins palliatifs, vous avez davantage de décès, c'est une évidence. Ouais. Hein. Ouais. Et donc, dans la formation initiale, les médecins... Quand je suis patron ou patronne d'hôpital, quelque part, si je suis juste drivé par mes chiffres, j'ai pas intérêt à avoir une unité de soins palliatifs. Oui. Et tant pis pour les gens. Oui. Okay. Donc ça, c'est la formation initiale. Et tant qu'on n'aura pas formé les médecins dans la formation initiale à l'écoute, au relationnel, là, encore une fois, le relationnel. Il y a des médecins vraiment qui sont des pontes, qui sont des puits de science, mais qui, dans la relation, sont catastrophiques. Et on leur apprend pas ça. Et en plus, ils se cachent derrière ça, quelque part. Et ça, en effet, on a un métier de relation, mais ça ne fait pas partie de ce qu'on nous apprend. Et ça, c'est pas inné. Il y a des personnes dans le relationnel. Moi, j'étais pas très très bon dans la relation. J'ai appris au fur et à mesure, mais c'est capital et c'est important. Les délégués médicaux, c'est-à-dire que ceux qui vendent les médicaments, eux, ils sont formés à la communication. Bien sûr, oui. Forcément. Dans une carrière de commercial, de toute façon. Et bien sûr qu'en fonction de comment... Et nous, pas du tout. Et ça fait quelque chose des catastrophes. Et dans la formation initiale, il y a la formation continue. Il y a 80 000 généralistes en France. Il y en a 2% qui ont choisi une formation sur les soins palliatifs. 2% de 80 000, bon, ça fait... Et on voit bien que dans le logiciel des médecins, il n'y a que le guérir. Et la mort, de toute façon, c'est un échec, donc je ne regarde pas. Oui. Ça ne me concerne pas, à la limite. Alors, d'une façon, c'est très bien que
guérir. Oui, parce qu'on a fait énormément de progrès et que Dieu merci, on guérit de plus en plus de maladies. Mais encore une fois, ça n'empêche pas de toute façon, 100% à un moment donné, mourir. On va tous mourir. Ouais. Donc, et je pense que la médecine et les soignants doivent être présents dans ces moments-là pour accompagner le mieux possible. Et surtout qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça, les gens meurent plutôt à l'hôpital. Là aussi, c'est je veux dire que un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, il fit venir ses enfants et leur parla sans témoin, La Fontaine. Quand on meurt, on appelle ses enfants, ça, on est à la maison, et puis voilà. Et maintenant, quand on sent, c'est 15 SAMU, hôpital. Donc l'hôpital, qui est le lieu du guérir, devient le lieu du mourir, avec des médecins et des soignants qui ne sont pas formés. Oui. Et quand on pose la question aux personnes, pour vous, une belle mort, ce serait quoi ? Alors, la plupart du temps, ils nous disent, moi, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Si ça peut se passer dans mon sommeil, tant mieux. Hein. Et puis, c'est à l'hôpital ou à domicile ? La plupart des personnes, ils disent souvent à domicile, et entourés de leurs proches. Mourir à l'hôpital avec un tuyau dans chaque orifice, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le souhaitent. Rêvent, Mais comme on est dans le « et si jamais » et le « pourquoi pas », l'espoir de vivre l'espoir de guérir et de vivre encore, on va à l'hôpital. Et quand est-ce que ça, justement, comment on peut s'éduquer tous je viens d'une culture différente et justement, pour moi, une des réponses à ce tabou, c'est un peu ce que j'ai plus connu, en tout cas au Maroc. Moi, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à 18 ans au Maroc, etc. Et c'est que nous, la mort était beaucoup plus présente dans le sens où, très concrètement, je pense que dans mon enfance, j'ai dû aller à au moins une 50aine, voire une 100aine de funérailles. C'est normal d'aller à des funérailles. Donc, on n'est pas tous confrontés à vraiment voir quelqu'un en train de mourir, mais c'est plus normal. Donc, et je veux dire, dans ça, j'ai peut-être puisé une sagesse, justement, de laisser partir. Je sais que, par exemple, alors je ne sais même pas si ça marche ou pas, mais traditionnellement, nous, quand on sent que quelqu'un va partir, on lui donne du miel. Soi-disant, ça aide à partir. Je ne sais pas s'il y a des fondements scientifiques ou pas. Et je me souviens très bien du récit de ma mère, de mes oncles et tantes, sur le moment où ma grand-mère allait partir. Il y a eu un moment... D'ailleurs, elle est morte à l'hôpital et tout, mais il y a eu un moment où, ça y est, on lui donne du miel. Dans le continent africain, parce que moi, je suis allé assez souvent en Afrique, il y a le fait que, je veux dire que... on ne meurt pas à l'hôpital, on meurt à la case. Et donc, je me souviens aussi de l'importance de mourir dans la case. J'avais été en Nouvelle-Calédonie et j'avais fait une conférence et tout ça, et j'avais rencontré dans l'île d'Ouvéa un petit chef. Je raconte dans le premier livre, Le médecin de l'inguérissable. Et donc, en fait, les Kanaks, c'est très important de mourir chez eux, dans la tribu, sur sa terre natale. Parce qu'il va y avoir, après, avec les esprits, de la bienfaisance sur la tribu. Mais si on meurt au-delà, pas dans la tribu, en dehors, sur Grande Terre, à Nouméa, c'est catastrophique. Et je me souviens, il y avait un petit chef d'UVA qui était hospitalisé donc, à l'hôpital Gaston Bourré, donc à Nouméa, et il avait un cancer très évolué. Et puis, il y avait un interne qui avait téléphoné à Bordeaux, parce que c'est l'outre-mer, Bordeaux, et avait dit, mais non, il faut appeler à Sydney, avoir un protocole. Donc, ils ont essayé encore une énième chimiothérapie, alors que la famille et tout le monde voulait ramener le petit chef dans son île natale à Ouvéa. Et ils ont refusé, les médecins qui retournent sur sa terre natale à Ouvéa. Donc c'est les médecins qui ont ce pouvoir. Oui. Et donc, face aux médecins, ok. Et donc, il est décédé. Petit chef. À l'hôpital. Sur Grande Terre, à l'hôpital. Eh bien, on m'a raconté que 2 ans après, il y a un enfant qui est tombé d'un cocotier. Et le secours, le temps d'arriver, il est décédé. Qui a été rendu responsable
du décès de cet enfant. Parce qu'ils n'ont pas laissé le chef rentrer. C'est le petit chef qui était mort en dehors de sa tribu. Et qui voulait mourir. Qui était mort en dehors de sa tribu. Et donc, la conséquence, c'est que la famille du petit chef a été exclue de la tribu. Ah ouais, c'est très, très fort. Vous vous rendez compte ? Les conséquences, tout ça par la décision d'un médecin qui n'a pas tenu compte de la coutume, de la culture, des croyances, en voulant à tout prix encore essayer quelque chose. La médecine à tout prix, à n'importe quel prix, sans tenir compte des coutumes. Et c'est vrai que en Afrique, c'est mourir à la case. C'est important de mourir à la case. C'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir, traditionnellement, c'était vraiment mourir chez soi, mais je pense que même en Europe, c'était le cas. Et en tout cas, moi, ce que j'ai l'impression d'avoir vécu au moment du décès de mes grands-mères, parce que mes grands-pères sont partis avant, je ne les ai pas connus, mais c'est ce moment où, dans ma famille, et je pense que c'est aussi un moment peut-être de l'histoire du Maroc, où ça y est, on est déjà dans la modernité. Donc, mes grands-mères ont eu des cancers, donc elles sont même venues se faire soigner à Paris. Enfin, il y a eu tout le côté chimio et compagnie. Mais on a encore notre pied dans nos traditions et peut-être dans juste une sagesse simple de, en fait, là... Et donc, j'ai vu à chaque fois, respectivement mon père, ma mère, avec leurs frères et sœurs, ce moment de sagesse où on se dit, là, on s'arrête. Et c'est très difficile. Je me souviens du tumulte quand tu es un enfant et que tu dis, est-ce que... J'essaye pas la énième chimio pour ma mère, c'est compliqué en fait comme questionnement. Mais je les ai vus comment, et je pense que le fait d'avoir encore un pied entre guillemets dans notre tradition, notre sagesse ancestrale nous a aidés, quoi. En brousse, on voit beaucoup, et plus on va dans les villes, et plus ça s'occidentalise, et on voit ces choses qui changent. Même dans les îles, moi je suis allé beaucoup à l'île de la Réunion, à Nouméa, donc je suis allé aussi à Maurice et tout ça. Il fallait absolument mourir à la case. Et maintenant, de plus en plus, on va mourir à l'hôpital. Tout ça, de toute façon. Mais donc, si on revient justement à plutôt une société qui est déjà très, très moderne, entre guillemets, je ne sais même pas si c'est le cas, mais donc en France, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes se rééduquer à remettre une petite dose de sagesse à cet endroit-là ? Je pense que c'est la sensibilisation. Il y a par exemple une association, c'est Catherine Renard qui s'occupe de ça à la SFAP, une formation sur dernier secours. Eh bien, allez voir sur Internet Dernier Secours. C'est une formation pour sensibiliser les aidants, les bénévoles, la société civile à justement ces notions-là. Avec à la fois un bénévole accompagnant et un soignant en soins palliatifs pour sensibiliser l'opinion publique. Voilà une démarche, moi, je pense, qui est intéressante. Et puis, je pense, en effet, les livres, les documentaires, le film de Costa peut sensibiliser aussi à, accompagner, quand on ne peut plus guérir, accompagner le mieux possible, vivre ces moments... Ne pas en avoir peur. D'une intensité extraordinaire. Et qui sont des moments clés dans la vie. Qui sont des moments clés, à la fois... des choses extraordinaires qui se passent à partir du moment où il y a un minimum d'authenticité et à partir du moment où il y a ce cocon un peu de... Il y a la famille qui est là, il y a les amis qui viennent, il y a quelque chose qui se vit là, qui restera et qui sera très important. Mais c'est pour ça que moi je dis souvent, au risque de choquer certaines personnes, que je garde un excellent souvenir des funérailles de ma mère. Ça ne veut pas dire évidemment que si je devais refaire l'histoire et si je pouvais avoir 5 minutes avec elle maintenant, je préférerais. Mais bon, à partir du moment où les choses n'ont pas été occultées, à partir du moment où on était là dans le soutien, dans l'accompagnement, où les choses... On voit les humains faire communion dans ces moments-là de manière très forte. Et justement, je me fais cette remarque depuis qu'on a commencé à enregistrer. Donc au début, je te demandais t'as toujours pas pris ta retraite en fait, et quel âge tu as ? Tu me dis j'ai 73 ans. Moi, ce que je vois, ce que tu transmets, c'est quelqu'un de profondément vivant. Et on pourrait se poser la question de t'as passé un quart de siècle confronté à la mort, t'étais avec la mort en permanence pendant longtemps, et moi, j'ai l'impression que ça te rend encore plus vivant. Ah oui, ça apprend à vivre. Alors, vas-y, ça apprend à vivre, d'une part, parce que ça permet de relativiser les soucis quotidiens. Quand en permanence, tu es confronté à la mort de l'autre,
avec quelquefois des drames aussi au niveau d'une famille, ces pleurs, ces déchirements, ces choses difficiles et tout ça. Quand on est en permanence, c'est-à-dire que ça veut dire profitons de la vie, et qu'on s'arrête pas pour tous ces petits problèmes là qui sont insignifiants. Donc si on se brouille avec son frère pour un truc con, on a envie de l'appeler, d'aller voir, parce qu'on se dit se réconcilier avec. Et alors moi dans le service, il m'appelait réconciliateur. Pourquoi ? Parce que j'aimais bien, parce que j'utilisais l'histoire de vie. On ne peut pas bien accompagner une personne que si on n'a que des renseignements médicaux. Je vous adresse un patient dans ses antécédents, appendicectomie, opéré des amygdales et des végétations, et puis donc découverte d'un cancer multimétastatique en dehors de toute ressource thérapeutique. D'accord. Mais à quoi ça sert ? Quelle importance qu'on sache qu'il est opéré des amygdales et végétation et qu'il est opéré de l'appendicite, mais qu'on ne raconte pas son histoire de vie. Que cette personne, par exemple, a un cancer du sein, elle a 49 ans et 6 mois, alors que sa mère est décédée d'un cancer du sein à 50 ans. À domicile, et qu'elle a dû s'en occuper alors qu'elle avait une relation particulièrement compliquée avec sa mère. J'ai la chair de poule là quand tu... Parce que elle était la deuxième d'une fratrie de 3 et que le premier enfant est décédé très tôt et que elle est arrivée, mais le premier enfant c'était un garçon. Et la maman n'a pas eu le temps de faire le deuil. Elle avait tellement un vide qu'elle a voulu avoir un enfant très rapidement, mais c'était une fille. Et elle a habillé encore en garçon sa fille, et elle l'appelait par le prénom du fils qui était décédé. Si on ne sait pas ça, alors elle a voulu échapper très rapidement à sa maman qui était un peu dépressive, compliquée. Elle ne se sentait pas reconnue et aimée puisque c'était l'enfant double. Elle n'avait pas d'existence en propre. Et elle s'est mariée assez rapidement. Elle a eu un enfant et à 7 ans, dans la forêt de Rambouillet, il se fait renverser par une voiture. Il décède. Le couple ne tient pas, elle se remarie, elle a un enfant, et comment c'était difficile d'arriver à ce qu'il ait 7 ans en pensant que les choses allaient se... Ne pas connaître ça. Pour accompagner cette personne, on passe à côté complètement de la prise en charge. Donc on ne soigne pas un cancer, on soigne une personne qui a une histoire. Et il est très important de connaître toute cette histoire, parce que quand on accompagne une personne en fin de vie, on refait un petit peu le film de sa vie. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi elle est encore agitée ? Pourquoi quand on s'aperçoit que une autre histoire, c'était une personne qui avait un certain âge, elle avait plusieurs enfants, son mari était décédé d'un cancer, et lors du décès du mari, un de ses fils se fâcha pour des questions d'héritage. Et puis, la maman, elle est hospitalisée chez nous. Et on s'aperçoit que elle en finit pas de mourir, quoi. Ouais. Que elle a encore les choses un truc à traînent. faire. Et oui. Et alors, c'est un des fils qui m'apprend que la maman s'est fâchée avec son fils aîné, et ça fait plus de 7 ans qu'elle l'a jamais revu. Oui, elle a besoin de le voir. Et donc, par contre, ils n'avaient plus aucun contact. Le seul contact qu'on avait, c'était le portable d'un petit-fils. D'accord. Parce que les cousins, ils restaient copains. Ils restaient copains. Et là, j'appelle le petit-fils. Et je lui explique la situation. Il me dit que son père est en déplacement professionnel à Lyon. J'appelle le père. Et je lui explique la situation. Et il me dit, je viens. Il va mettre 7 heures pour revenir à l'hôpital de Houdan. 3 heures après, la personne est décédée. Bien sûr. Et ils ont pu se dire ce qu'ils avaient à se dire. Ce fils, il aurait appris le décès de sa mère
longtemps après, comment se réconcilier avec une personne qui est décédée. Voilà. Et on a vécu tellement de moments extraordinaires de réconciliation, des personnes qui étaient pudiques, qui ne savaient pas dire « papa, je t'aime » ou « maman, je t'aime » et qui, dans le dernier moment, peuvent se dire des choses, des réconciliations, des baptêmes, des mariages, des choses fabuleuses. Mais c'est là où on dit, en fait, c'est plein de vie. C'est plein de vie. Et donc, Victor, qui a choisi ce titre, Vivant, bien sûr. Et le documentaire donc, de Victor, ton fils, s'appelle Vivant. Vivant. Et je recommande à tout le monde de le regarder. Il est déjà disponible. Public Sénat. Oui, moi je l'ai vu sur YouTube, je pense. Oui, sur YouTube, Et ouais, donc du coup, Victor a choisi ce nom parce qu'il sait, en fait, il a vu à travers ta carrière, à travers ce que tu racontais, à quel point c'est vivant. Et nous, c'est la vie qui nous intéresse. Je veux dire que les personnes, elles sont vivantes jusqu'au dernier souffle, et on est convaincu qu'une personne vivante, quand il est mort, il est mort. Mais la mort, moi, moi, j'accompagne des personnes qui sont vivantes jusqu'au bout. Certes, qui sont dans la dernière étape, mais cette dernière étape, elle est très importante. Il y a des choses fabuleuses qui se passent là. Et d'ailleurs, l'expérience qu'on va avoir de notre vie, ou ce qu'on va laisser à nos proches, c'est pas linéaire, c'est pas proportionnel au temps. Et donc finalement, parfois, dans les dernières heures, on va beaucoup plus vivre, transmettre, recevoir, que pendant 15 ans. Bien sûr. Parce que il y a des choses qui ne se seront jamais dites, mais là, c'est maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Oui, et justement, je pense que les moments comme ça, les moments de... en plus, qui ont un truc d'universel, comme tu l'as très bien dit, on va tous mourir, ça nous force... Enfin, quelque part, même, je pense, au niveau psychologique, ça nous emmène hors de nous, hors de nos petits soucis quotidiens, hors de nos blocages, hors de tous les petits trucs qui font nos peurs. Je pense que c'est des moments où on arrive à sublimer tout ça pour vraiment se connecter avec authenticité. Tout à fait. Mais je pense que les gens, ils ont une appréhension. Et on le voit, par exemple, le documentaire de Victor. Il y a des témoignages ou des amis qui disent « Ah non, moi, je ne veux pas le voir, parce que c'est glauque, machin, voilà. » Et puis, il y a des maris d'amis, même des jeunes ou des moins jeunes, qui se sont fait vraiment traîner pour aller voir le documentaire de Victor. Et après, ils disent « Ah ben, je regrette pas. » Oui. Pareil pour le film de Costa. Le film de Costa, Le Dernier Souffle, bon... Il y a le fait que ça soit Costa-Gavras, quand même. Donc ça va. Ça va. Le fait les acteurs, donc Denis Podalides et Cadmerade, voilà. Mais le sujet, ça va être un frein. Ouais. Et il y a des personnes, en effet, qui... Et il y a eu des avant-premières, il y a eu des festivals, et il y avait des gens qui témoignaient qu'ils avaient pas envie. Mais qu'au final... Et qu'au final... Mais voilà. Bien sûr. Mais parce que... Mais d'ailleurs, on peut le dire à nos auditeurs. Oui. Donc le documentaire Vivant de Victor, il est déjà en ligne. Ton livre, ils peuvent se le procurer. Moi, je vais avoir une dédicace, j'ai de la chance. Mais bon. Dernier souffle chez Gallimard, et puis il a été publié chez maintenant Folio. D'accord. Ouais. Et donc le film de Costa-Gavras, là, on est en train d'enregistrer, on est fin novembre 2024. L'épisode qu'on est en train d'enregistrer sortira probablement début d'année, je ne sais pas encore exactement, je te dirai, mais justement, ce sera à peu près janvier-février. Il sort le 12 février. Voilà, le 12 février. Peut-être je vais essayer de faire en sorte de le sortir à ce moment-là. Et c'est un film qui va sortir en salle, et en plus, voilà, c'est Costa-Gavras, etc. Et il y aura beaucoup de gens, tu le sais déjà, qui vont peut-être se faire traîner par leurs compagnons ou par leurs amis, et qui au final vont sortir avec un sentiment de gratitude énorme. Ah oui, et puis même... Mais oui, mais parce que pour moi, c'est ça. Enfin, tu l'as dit, c'est profondément vivant. Et je trouve que dans nos sociétés, dans notre vie personnelle, intime, et au niveau collectif, se couper de ça, mais c'est juste... Alors, petite anecdote, des repas, voilà. On est invité avec des amis, et des amis d'amis. On ne connaît pas trop... Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis avocat. Ah oui, très bien, oui. Et vous, chef d'entreprise ? Ah oui, ok. Et vous, banquier, oui. Et vous, moi, j'ai donc une femme, donc moi, je suis universitaire. Ah, bon. Et puis, et vous, moi, je suis médecin. Ah ouais, super, oui, vous avez une spécialité ? Un peu. Je m'occupe de soins palliatifs. Oh là
me fait rire. Oh là là, c'est glauque, ça doit être épouvantable. Alors je leur dis, non, c'est super, on passe des moments. Alors ils disent, il est un peu barjot. Il est tombé sur la tête, lui. Et je leur raconte, non, on vit des grands moments de vie. Et là, ils sont un peu estomaqués. Et oui, on pleure, mais on rit quelquefois et on rit plus qu'on pleure. Et quand on voit le documentaire, on voit aussi qu'il y a beaucoup de vie, c'est vivant. Voilà. Et ça surprend. Ouais, mais c'est ça. Et moi, ce que je souhaitais, c'est de changer le regard des unités de soins palliatifs qui étaient l'antichambre de la mort, le mouroir, et par des témoignages, par des petites vidéos. Moi, j'ai une chaîne YouTube, Dr Claude Grange, où il y a plein de petites vidéos, le motard, le pêcheur et tout ça. Ça montre que, c'est des lieux de vie, ça dédramatise. Mais c'est pour ça, moi, je pense que ce qui a joué ce rôle dans ma vie, c'est comme j'ai fait beaucoup de funérailles enfant, et que nous, c'est des grandes fêtes, en plus, au Maroc, etc. Enfin, grandes fêtes. Oui, c'est des sortes de fêtes. Et que j'ai vu dans ces moments-là cette nuance et la complexité émotionnelle est beaucoup plus forte que on est triste parce que quelqu'un est mort. J'ai eu des fous rires. Je me souviens de l'enterrement de ma grand-mère où on a eu un fou rire limite à regarder les autres tables du dîner en disant c'est quand même machin. Et donc comme j'ai vécu cette complexité, je l'entends parfaitement. Mais comme chez beaucoup de gens, il n'y a pas eu d'expérience et on a juste l'image de c'est glauque. Et c'est quoi ton regard sur du coup les EHPAD qui sont pas des unités de soins palliatifs, mais parce que l'image c'est des mouroirs, on l'entend aussi beaucoup sur les EHPAD. Alors les mouroirs, c'est vrai que ça peut être un peu glauque, sauf qu'il y a quand même beaucoup d'EHPAD qui font maintenant des choses super. Ça dépend aussi, ces personnes dépendantes. Et là, une autre petite anecdote que je voudrais citer, c'est Adama Goudiaby, qui est un vieux sage sénégalais de Casamance, parce que moi, j'étais président d'une association de jumelage entre Oudan et Baïla. Et je m'occupais du partenariat santé. Et puis, dans le cadre du jumelage, donc, à un moment donné, il était venu à Oudan, Adama, et il avait son boubou blanc. Et donc, il était noir, comme dirait Muriel Robin, dans son boubou blanc. Et je lui fais visiter l'EHPAD. Ouais. Et il s'avance majestement. Et plus il avançait dans l'EHPAD, c'était un EHPAD qui était rénové avec le petit truc coupé là devant la chambre avec la chaise où la personne était là. Et plus il avançait, et plus je le voyais blêmir, alors qu'il était noir, quoi. Moi, j'étais un peu fier et content de lui montrer les nouveaux bâtiments et tout ça, tout rénové. Et à la fin, il me regarde dans les yeux et il me dit « Grange, que faites-vous de vos vieux? Vous les mettez dans des boîtes ?» Et d'ailleurs, les deux extrémités de la vie. Je vois, vous avez des crèches. Déjà, les enfants, ils sont dans des boîtes. Et à la fin, ils terminent dans des boîtes. Quand on va à Baïla, il n'y a rien qui se passe sans les vieux. C'est-à-dire que si on vient avec des médicaments des fournitures scolaires, c'est à 18h sous le manguier, et les vieux sont là. Et si les vieux ne sont pas là, rien ne se fait. Ils font partie de la vie. Et quelquefois, il y a des vieux qui sont un peu avec la canne, un peu aveugles. Ils sont là. Il y a les palabres. Et c'est toujours le vieux qui commence à parler. Et quand il y a un vieux qui parle, tout le monde se tait. Tout le monde se tait, on ne moufte pas. Et oui, c'est-à-dire que, oui, que faisons-nous de nos vieux? C'est notre société développée, occidentale. On parque ces personnes-là, ils se sentent inutiles. Ça questionne quand même. Alors que d'autres sociétés, oui, les vieux ont encore une utilité, un sens, la transmission. Moi, au départ, avec une ancienne directrice avec qui j'étais un petit peu... je voulais absolument donc, faire une crèche au milieu de l'EHPAD. Et mais attendez, vous n'y pensez pas. Je crois que c'est des projets qui ont eu lieu. Oui, maintenant, oui, mais il y a 15 ans, 20 ans, je dis l'hygiène, les maladies nosocomiales, les machins, tout ça.
Je dis oui, mais vous savez, moi, quand mes enfants ils allaient à l'EHPAD, c'était mieux qu'un Temesta ou qu'un Lexomil. Hein. C'était les grand-mères, elles avaient la banane parce qu'elles avaient pu discuter avec un enfant, le caresser, des choses comme ça. Et puis maintenant, ça se fait. Et maintenant, il y a le square Baila avec au milieu de l'EHPAD, hein, avec des toboggans et tout ça. Mais 15 ans après, donc il y en a d'autres qui... Mais c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Mais oui, séparer ces personnes âgées qui, quelquefois, se morfondent, ne se sentent plus utiles, non, ça n'a plus aucun sens, ou quelquefois, la femme travaille, on travaille, les enfants travaillent, ils ont quelquefois plus de visites. Voilà, il y a peut-être à réinventer des choses. Moi, je pense qu'il y a plein de belles choses avec des étudiants qui logent chez des personnes âgées. Il y a des trucs inclusifs. Je pense qu'il faut réinventer des choses. Il ne faut pas que tu partes à la retraite, alors du coup, il y a encore plein de choses à faire. Dans le documentaire, on voit à la fin que tu perds ta maman. Oui. Comment toi, tu as vécu ça ? Elle était dans ton unité de soins palliatifs Alors, moi, j'ai eu, au niveau de famille, j'ai accompagné ma sœur, Marie-Christine, dans mon unité de soins palliatifs, qui avait un cancer de l'estomac assez foudroyant. Voilà. Ensuite, donc, nous, avec Sylvie, ma femme, on s'est beaucoup occupé de nos parents, qui étaient juste la maison en face de là où on habitait pendant 7 ans, 8 ans. Et puis à la fin, ça devenait très, 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 très compliqué. Et ils ont été en EHPAD 1 an. Parce que c'était des appels la nuit. Oui, il y a un moment où on a besoin C'était vraiment trop compliqué. Oui, l'idée, c'est pas de se dire dans l'EHPAD, tout est mauvais. C'est juste comment on peut réinventer le modèle pour que ce soit plus... Et donc ça, mon père est décédé ma mère est décédée... on a fêté l'anniversaire des 100 ans de mon père, parce qu'on le voit. Oui, c'est ce qu'on voit dans le document. Et maman, on voit très bien qu'elle déjà, elle est pas bien, quoi. Voilà. Et donc, et pratiquement une semaine après, maman est décédée, et la veille, j'étais venu avec Charlie et Brune, les 2 filles de mon fils Timothée qui est à Hong Kong. Et ils avaient chanté Le mois de Marie, le mois le plus beau, parce qu'elle adorait cette chanson. Et elle est partie dans la nuit. D'accord. Elle est partie du coup chez elle ou dans... Non, les 2 étaient à l'EHPAD. Donc elle est partie, elle est partie dans la nuit. Ils étaient dans la même chambre. Ok. Voilà, en EHPAD. Ouais. Et je trouve que c'est... Voilà, avoir revu tous ces enfants, ces petits-enfants fêtés. Ouais. Et je pense que peut-être qu'elle n'était pas bien. Elle a attendu. Les 100 ans, l'anniversaire, tout le monde était là. Et elle est partie après. Bien sûr. Ouais. Et toi, comment tu l'as vécu en tant que fils ? Donc tu as été confronté déjà à la mort d'un nourrisson, d'un enfant assez jeune, où tu n'étais pas encore préparé, entre guillemets. Et en plus, je pense que c'est encore autre chose. Mais ton expérience, tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que ça t'a permis ? Mes parents, je veux dire que mon père est décédé à 100 ans. Ouais. Ma mère à 98 ans. Oui, t'étais... Voilà, moi, je pense que je pensais que c'était le moment de partir, quoi, parce que... Donc t'as pas cette peur d'absolument fou. Non, moi je pense que c'était... Je vais pas dire... J'ai pas heureux, on est triste, bien sûr. Mais en même temps, je pense que pour eux, c'était le moment de partir, parce que ils avaient une perte d'autonomie, voilà, qui faisait que... Voilà, vivre comme ça, c'est compliqué. Je pense que c'était bien aussi de partir à ce moment-là. Et comment ça t'a aidé peut-être à faire... Est-ce que du coup, tu as fait ton deuil plus vite, moins vite ? Oui, moi j'étais paisible. J'étais paisible parce que c'était un moment de la vie, quoi. Oui, et puis je pense que je souhaitais que mon père, comme ma mère, puisse partir, parce que c'était le moment de partir, parce que ce qu'ils vivaient, c'était... Ils avaient vécu leur vie. Ils avaient vécu leur vie, voilà. Et qu'est-ce qu'ils auraient... Voilà. Quel beau moment pour partir, entre guillemets, voilà. que avoir exactement. Tous ces et donc enfants, ça s'est passé dans des... Voilà,
bonnes conditions. Sauf que c'était un peu compliqué parce que c'était au moment du Covid et la directrice était très à cheval sur les visites et moi m'a refusé, alors que j'étais le médecin d'établissement, qu'on fête les 100 ans de mon père, quoi. Et on a dû le faire donc dans le jardin avec l'accord de la cadre de santé, mais au départ, elle refusait. Mais c'est hallucinant, quoi. Ouais, non, mais la période Covid aussi, c'est comment certains administrateurs, directeurs restaient arc-boutés sur des circulaires ou des réglementations et ne pas déroger dans des cas particuliers. Voilà, je trouve que ça manque d'humanité. Complètement, bah oui. Qu'est-ce que la plupart de mes auditeurs, en tout cas des saisons d'avant, peut-être vont être un peu surpris, ou en tout cas, voilà, c'est pas un sujet, à mon avis, la mort qui est dans leur quotidien. D'habitude, moi, je leur parle plutôt de santé mentale, de comment faire un jeûne pour être plus performant, ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui considèrent que tout ça, ça les concerne pas encore, qui pourraient se dire, en théorie, oui, c'est intéressant, mais c'est pas dans mon quotidien, c'est pas dans mes préoccupations. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? D'abord, ils vont être confrontés à la mort de proches, d'amis, et savoir quoi dire, comment faire, c'est important. Souvent, quelquefois, en tous les cas, ça nous est arrivé, on a des amis, mais quand on a perdu un enfant, quand un enfant est décédé, on a vu quand même le téléphone qui sonnait moins, parce qu'on se dit on va déranger. On va déranger. France, il y a beaucoup ça, on va déranger. Il y a des personnes qui changeaient de trottoir devant nous parce que ils allaient nous croiser et peut-être qu'ils auraient été gênés de savoir quoi dire ou pas quoi dire. Ça nous rend profondément inhumains. Moi, je les comprends parce que j'ai été pendant longtemps ça. Mais c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe. Oui, moi, celle qui avait eu la palme. On ne va pas réveiller, mais quand vous avez perdu un enfant, réveiller quoi ? C'est-à-dire en permanence, c'est dans nous, quoi. Vous inquiétez pas. Oui, vous inquiétez pas. Ouais. C'est plus le fait qu'on nous appelle plus, qu'on se signale plus, qu'on fasse plus signe de vie. Ça nous touche. Et donc, il y a cette deuxième mort sociale, c'est-à-dire qu'il y a la mort, mais il y a la mort sociale où après, on évite de nous inviter. Oh là là, ils viennent de perdre un enfant, c'est machin. Voilà. Ils doivent être tristes, triste, machin, tout ça. Ouais. Ça va plomber la soirée. Voilà, exactement. Moi, la palme, c'était une fille qui m'avait dit, avec qui je travaillais à l'époque, quand j'étais revenue au bout de, je sais pas, j'avais passé peut-être 10 ou 15 jours au Maroc au moment où ma mère est décédée. Quand je suis revenue, elle m'a dit, alors, c'était bien les vacances ? Et je lui dis, je me suis dit qu'elle n'était pas au courant. Ouais. Pourtant, toutes les autres personnes de ce groupe-là m'avaient tous appelé. Elle m'avait pas appelé. Et je lui dis, non, mais je n'étais pas en vacances, en fait, j'ai perdu ma mère. Elle m'a dit, ah oui, les filles m'ont dit, mais bon, moi, ces sujets-là, ça me met mal à l'aise, donc c'est la palme d'or, quoi. Voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Moi, j'en ai d'autres palmes d'or dans les livres. Dans mon premier livre, Les paroles malheureuses. Ouais. Donc, il y a une personne qui nous a dit, vous êtes jeune, vous en aurez d'autres. Vous venez de perdre un enfant. Oh là là. Ou une autre a dit, ah oui, moi ça m'est arrivé. Donc ils nous ont dit ça, ma femme Sylvie. Ils ont dit, ouais, moi ça m'est arrivé, mais moi j'ai réussi à la réanimer. Oh, mais c'est horrible. Mais c'est, ah là là. Ouais, donc du coup, tous les gens qui pourraient se dire que ça les concerne pas ce qu'on est en train de se dire, mais... Voilà, c'est... Il y a des choses... croyant bien faire, qu'on n'a vraiment pas envie d'entendre. Vous êtes jeune, vous en aurez d'autres. Ouais. On vient de perdre un enfant. C'est horrible. Mais c'est là où on se dit que c'est comme si on n'est pas compétent, on n'est pas armé, outillé pour un des fondamentaux les plus basiques de notre vie d'humain, quoi. Oui, et pourtant, je pense que depuis la nuit des temps, je veux dire que l'accompagnement, ça fait partie de... c'est fondamental. C'est fondamental. Et je pense en effet que nous, on a perdu quand même beaucoup. Vous en avez gardé encore tous nos rites et nos rituels qui nous construisent. Et ça, c'est important. Je crois que c'est Malraux qui disait donc la société occidentale, la plus grande société, n'a été capable de construire ni un temple ni un tombeau. Donc, tous ces rites et ces rituels sont essentiels. Et ils ne sont pas là par hasard. Et comme il y a une déchristianisation, il n'y a plus
les vêtements de deuil. Avant, on mettait le brassard noir. Il y avait les catafalques sur les immeubles. Maintenant, c'est ni fleur ni couronne. Va comme je t'embrouille. Les voitures sont banalisées. Avant, il y avait les convois funéraires. Quand on était à la campagne, il y avait le glas qui sonnait. Les paysans s'arrêtaient et se signaient au passage du corbillard. Et comme si on veut tout effacer. Et les rituels, c'est un sujet moi qui me tient beaucoup à cœur, même dans le cadre de mon activité. Donc, je fais du coaching et tout, mais je fais aussi quelque chose dont je parle un peu moins, en tout cas en termes business. Mais c'est que j'aide les gens à faire. Je fais de la préparation et de la célébration de cérémonies, mariage. Mais j'ai aussi fait des funérailles, des baptêmes, etc. Et avec ce côté, vu que les gens sont aujourd'hui, en tout cas pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui se sont un peu éloignés des autoroutes de nos rituels ancestraux, de nos religions, etc. Il y a un petit côté, on jette le bébé avec l'eau du bain, alors que je considère qu'on a besoin de ces rituels. Et dans ces moments-là, puissance 1000. Comme c'est grâce à Clémentine Piazza que je suis là, on peut aussi rendre hommage à cette façon aussi assez extraordinaire d'humaniser ce moment-là et de le rendre, et l'importance. Je trouve qu'ils ont changé un peu le... In Memory, sa société. In Memory, c'est magnifique. Le paradigme du monde funéraire de façon assez extraordinaire. Et je trouve que c'est bien dans le lien aussi de ce qu'on peut faire en soins palliatifs, parce que si on a cet accompagnement en soins palliatifs, et qu'il y a une prise en charge, on va dire, respectueuse, humaine et tout ça, et qu'au dernier moment, le moment du départ, on tombe sur... Et quelquefois, c'est catastrophique. Des pompes funèbres qui est complètement parce que le dernier regard, avant la fermeture du cercueil, ou la façon dont on porte une personne qui est décédée, nous, il y a des choses qui nous ont bouleversés en soins palliatifs. Où il y avait un escalier, le brancard ne passait pas, il le prend sur le... Des choses épouvantables. Et donc, voilà. Oui, tout ça, c'est un continuum. Et donc on voit des initiatives. C'est pas encore généralisé, mais c'est un besoin. Et puis rendre hommage aussi par le fait de soit un livre, soit il y a tout ça qui se mettent en place, les biographes hospitalières. Ça s'est beaucoup développé et je trouve ça très bien. J'en parlais juste avant toi avec Pauline Boll. Qui fait des portraits, qui fait des... Elle, c'est des... Et je pense que ça va se développer de plus en plus. Rendre hommage aussi en ligne, comme In Memory fait. Je pense que c'est des choses qui sont très importantes. Et c'est intéressant de voir comment... on avait ça dans nos rituels ancestraux, et que c'était pas un hasard, en fait. Tous les trucs sont vachement... Et moi, d'ailleurs, dans cette série sur la mort, je vais inviter des représentants des religions, en tout cas des grandes religions monothéistes. On pourrait faire ça avec plein d'autres gens, mais parce que je me dis, au-delà de l'aspect religieux, croyant, ça regarde chaque personne, c'est pas ce dont on est en train de parler quand on parle de ces rituels-là. On parle d'un truc profondément humain. Et de se dire, aujourd'hui, pour de bonnes et de mauvaises raisons, tout ce qu'on veut, mais on a peut-être besoin d'innover un peu, on a peut-être besoin de se trouver son truc. Il y a des initiatives et il faut s'y raccrocher, c'est hyper important. La transmission, garder la mémoire, des façons aussi par l'histoire de vie des personnes, il y a des choses à penser, à innover. Moi, il y a un proverbe malgache que j'aime bien, c'est « Un mort n'est jamais mort tant qu'un vivant se souvient de lui ». Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de faire avec. Et à Madagascar, il y a le retournement des morts un an après. Il y a plein de rites et des rituels qui existent et qui sont importants. En Afrique, il y a plein de rites et des rituels qui existent et qui sont importants. Et nous, notre société qu'on dit développée, occidentale, elle perd de plus en plus ses rites et ses rituels. Il faut les réinventer. Oui, complètement. Et c'est intéressant quand je t'entends en parler. Je me rends compte à quel point mes parents m'ont transmis beaucoup plus que je ne le pensais. Tu sais, j'ai des moments là. En fait, depuis que j'ai enregistré des épisodes sur la transmission et sur la mort, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens dans la pièce avec moi en même temps. Voilà. Et tu vois, la façon dont, par exemple, quand mon oncle est mort, au moment où je suis arrivée dans la maison où il y avait les funérailles, mon père me prend, je devais avoir peut-être 9 ans ou 10 ans, je crois. Mon père me prend à part, il me dit, bon, là, tu vas aller présenter tes condoléances à ta grand-mère.
qu'est-ce que tu vas lui dire ? Voilà la formule, voilà ce qu'on dit. Et en plus, moi, j'ai le truc en plus de l'arabe et du français. Donc, voilà. Alors, en arabe, voilà comment on dit les choses. Tu vas voir ta grand-mère, voilà ce que tu vas voir comme geste, comme machin. Et c'est incroyable de se dire, ça peut paraître sur le moment, moi, je fais, OK, je vais le faire. Et je sais pas. Mais maintenant, tu vois, 40, non, pas 40, non, je suis pas si vieille. 30 ans après, j'ai 39 ans. Mais 30 ans après, j'ai cette discussion avec toi. Et ce moment me revient en mémoire. Je me dis, mais en fait, c'est à ce moment-là, il a fait un travail de transmission fondamental. Oui, nos morts nous portent. Hein. Je sais pas, c'est Delphine Orviller qui avait fait un livre sur... Vivre avec nos morts. Vivre avec nos morts. Ouais. Moi, je vis avec Augustin. Hein. Je veux dire qu'Augustin, si je suis le médecin que je suis devenu de soins palliatifs, c'est un peu grâce à Augustin. Son passage dans ta vie. Si Victor a fait le documentaire, c'est aussi grâce à Augustin. Je veux dire que là aussi, moi, j'ai... Augustin est vivant, en fait. À travers toute ton œuvre, à travers l'œuvre de ta vie. À travers le livre, à travers le documentaire. À travers chaque conversation que tu peux avoir avec un de tes patients. Et donc, à l'île Maurice, donc, j'étais à l'origine de la création de la première unité de soins palliatifs à Cure-Pipe. Donc, il y a eu l'inauguration de cette unité de soins palliatifs. Moi, j'ai participé donc au projet architectural. J'ai formé l'équipe médicale et soignante. Et donc, je reviens pour faire les formations là-bas. Je leur ai dit aussi qu'il fallait qu'il y ait un centre de formation. Et donc, il y a un centre de formation. Et donc... les sœurs, parce que la clinique appartient à des sœurs, les sœurs du Bon Perpétuel Secours, et donc il y a eu l'inauguration avec les ministres, tout ça, et puis après il y a eu l'inauguration du centre de formation, et elles l'ont appelé Augustin Grange. C'est super beau. Et donc, la congrégation, c'est celle qui a créé la congrégation, c'est Mère Marie-Augustine. D'accord. Donc alors, Augustine et Augustin, je pense que là-haut, ils se sont arrangés et que il a, Augustin de 28 jours, il a un centre de formation qui porte son nom. Et il a eu un impact, et c'est pour ça, de sortir de cette vision linéaire de la vie, de nos passages à tous sur Terre, quel que soit la durée, quel que soit ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Il y a plein de gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai rien fait de spécial dans ma vie. » Non. On a eu un impact profond, il n'y a pas de hasard, en fait. C'est un très bel hommage. Oui. On était très touchés avec Sylvie. Il a fait un discours, on pleurait, on était en larmes. Oui. Bah oui, il y a de l'émotion. Et c'est important d'avoir de l'émotion. Mais oui. Quelquefois, il y a des gens qui disent « Oh, je m'excuse ». Je leur dis « Pleurez ». Mais oui. Moi, j'ai des gens en coaching qui me disent « Ah, je vais pleurer ». Je dis « Mais moi, si vous ne pleurez pas, je m'ennuie ». Allez-y. C'est super important. Mais justement, c'est tellement vivant, tout ça. Merci beaucoup, Claude. Eh bien, c'était agréable. Et merci à Clémentine. Merci à Clémentine, qu'on embrasse. Voilà. J'ai fait un super épisode aussi avec elle. Super. Ça, c'est sûr que Clémentine, elle est top. Ouais. Mais toi aussi, t'es top. J'ai vraiment passé un bon moment. Plus qu'un bon moment, c'est pas un bon moment, j'ai passé un moment magique. Bon. Et je donne rendez-vous à tout le monde, du coup, le 12 ou le 13 février Le 12 février. Le 12 février pour voir le film de Costa Gavras, qui a le même nom que ton livre et qui s'est inspiré du livre, Le Dernier Souffle. Et en attendant, lisez le livre. Le fil conducteur, c'est en fait c'est la rencontre d'un écrivain célèbre, Régis Debray, qui m'a fait la préface et la postface. Là, encore une fois, une rencontre improbable, mais bon, voilà. Et d'un médecin. Et d'un médecin de soins palliatifs. Et il a scénarisé votre rencontre. Des récits cliniques du livre. J'ai hâte d'aller le voir. À bientôt. À bientôt. Merci.